Bienvenue dans le 5e 56cast. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de Snapchat, la nouvelle application virale Facebook, machin. C'est une application de réseau social, en fait, c'est ça. Application de réseau social, je mélange mes mots. Application de réseau social qui cartonne chez les jeunes ados américains surtout. On va parler, si on a le temps, on parlera de la CNIL qui s'inquiète un peu du moteur de recherche Graph Search de Facebook. Et surtout, on va parler de la cartographie de crise. Encore une fois, on se souvient de ce qu'ils avaient fait suite à la catastrophe d'Haïti, mais avec la catastrophe qui a eu lieu aux Philippines, OpenStreetMap s'est mobilisé et a réussi l'exploit de cartographier les zones sinistrées très très rapidement. Et pour en parler, tu étais déjà venu en parler dans le podcast d'écran.fr. Gaël Musquet, président d'OpenStreetMap France. Bonjour Gaël. Bonjour. Donc on fera un peu la mobilisation de la cartographie de crise. Et puis le potager du web, on parlera de l'angle MySpace. Bonjour Camille. Bonjour. Oui, je fais pas encore les choses grave. tout à fait dans l'ordre, hein, mais bon, c'est pas grave. Et de quoi est-ce qu'on ne va pas parler d'ailleurs ? On va pas parler de Google Play Music qui est arrivé sur iOS 2 ans après son lancement sur Android. On va pas parler non plus de Nonce Paolini. Nonce Paolini, c'est le PDG de TF1 qui a annoncé qu'il ne comptait pas lancer de chaîne sur YouTube. Alors bon, ça c'est son choix de lancer une chaîne sur YouTube. Mais je cite, je ne vois pas pourquoi on devrait partager les recettes avec un tiers. Voilà. Il est plein de bon sens. Il est plein de bon sens, Nonce Paolini. Et surtout tourné vers l'avenir. Mais par contre, Canal+ a une autre stratégie et lance 20 chaînes YouTube à lui tout seul. Et après le rachat raté par Yahoo, on s'en souvient, hein, Yahoo voulait dépenser 300 millions de dollars pour racheter Dailymotion. Notre ministre du redressement productif a dit non. Enfin bon, ça c'est grosso modo passé comme ça. Et bilan, c'est Microsoft qui devrait peut-être être intéressé. Microsoft, une société bien française. Absolument. Avec un import de Dailymotion aux États-Unis, en gros, pour les développer vachement là-bas. C'est ça. Et sinon, l'usage d'Apple Plan, qui est donc le Google Maps d'Apple, a dépassé l'usage de Google Maps, justement, vous suivez, chez les utilisateurs d'iPhone aux États-Unis. Comme quoi, les gens ne s'intéressent, enfin, ils n'ont pas l'air de s'intéresser beaucoup à la marque qu'ils utilisent, que ce soit Apple ou que ce soit Google, ils prennent l'application installée par défaut sur leur smartphone. Ce qui rappelle l'importance des combats sur la liberté d'installer ce qu'on veut et de ne pas trop installer de choses par défaut et de laisser le choix. Absolument. Et on ne va pas trop parler d'un envoyé spécial aussi. Non, de ce petit envoyé spécial de cette semaine qui a envoyé son enquêteur dans un sombre pays mystérieux qui s'appelle le Darknet. On va laisser un petit peu l'introduction déjà. Allez, on regarde. On regarde. Cette arme mortelle, nous l'avons achetée sur un site internet qui n'est pas référencé par les moteurs de recherche que vous connaissez tous, comme Google ou Yahoo. Le vendeur se cache dans les méandres d'un internet clandestin, le Darknet. Une zone de non-droit qui jusqu'à aujourd'hui échappe à tout contrôle, qu'il soit policier ou douanier. Alors, juste la zone de non-droit, ça commence à me saouler. Et c'est comme ça dans toutes les émissions grand public et sur l'Internet. L'Internet est une zone de non-droit. Et alors le Darknet, je vous raconte pas comment c'est une zone de super non-droit. Mais c'est pas vrai. Sur Internet, il y a les mêmes lois que dans la vraie vie. Et sur le Darknet, il y a les mêmes lois que dans la vraie vie. C'est juste qu'il est plus difficile de choper les gens parce que toutes les pistes sont brouillées et que les gens sont anonymes. Mais t'as pas le droit de faire un truc illégal sur le Darknet non plus. C'est pas une zone de non-droit. Enfin, ça veut rien dire, une zone de non-droit. Voilà, je voulais juste dire ça. Et donc après, dans leur petite plongée sur le Darknet où ils ont trafiqué de la drogue, acheté des flingues et tout un tas de choses passionnantes, ils ont commencé par faire un petit test pour voir à quel point c'était dangereux, à quel point ça fonctionnait différemment de l'Internet normal. Ils ont acheté des armes. Non, Ils ont acheté de la drogue. Un truc vachement plus dangereux que ça. Ils ont commandité un assassinat. Non. Non. Bon, on va regarder, je dis rien. Nous procédons à un test simple, l'envoi d'un email. De notre ordinateur, nous utilisons une messagerie traditionnelle. Notre courrier électronique porte alors la signature de notre ordinateur, cette suite de 10 chiffres que l'on appelle l'adresse IP. Grâce à elle, la connexion Internet est identifiée et localisée très précisément, ici à Paris. Nous renvoyons ensuite le même email via le Darknet, depuis le même ordinateur et du même endroit. Cette fois, notre signature numérique a changé. Elle indique que nous envoyons ce message via un ordinateur basé à Bucarest
en Roumanie. J'ai beaucoup de bullshit en 20 petites secondes. Hein. Alors, sachant qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le Darknet, hein, Voilà. ce qu'ils ont utilisé. Déjà, envoyer un email via le Darknet en se rendant sur un site qui s'appelle outlook.com, déjà, lol, voilà. Ensuite, ce qu'ils appellent se rendre sur le Darknet, ça consiste donc à utiliser le réseau Tor pour brouiller la connexion Internet que l'on utilise. Et donc, on n'envoie pas un email via le Darknet, on envoie un email via Tor. Oui, c'est ça. Ce qu'on appelle le Darknet, en fait, ou le Deep Web, enfin, il y a des subtilités de définition. C'est en gros les sites qui ne sont pas référencés sur les moteurs de recherche. Et qui sont accessibles uniquement par Tor. Voilà, à des adresses qu'on doit déjà connaître à l'avance, qu'on ne peut pas trop trouver de la même façon qu'on navigue sur ces sites habituels. Donc on n'envoie pas un email via le Darknet, ça ne veut rien dire, surtout quand on se rend sur outlook.com qui n'est pas le Darknet. On envoie un email via Tor qui chiffre les connexions. Et ensuite, ne chiffre pas les connexions, qui les déplace. C'est vrai. Et ensuite, mais envoyer un email avec une adresse IP qui a l'air d'être en Roumanie, on n'a pas besoin d'aller sur le Darknet ni sur Tor pour faire ça. Enfin, il suffit de passer par un proxy sur mon petit Firefox habituel. Moi, j'arrive très bien. Mais bon, voilà. On va les laisser croire qu'ils sont très dangereux. Mais c'est assez rigolo cette histoire de Darknet. Il y a eu plein de reportages, il y a eu plein de grandes enquêtes de gens qui sont allés sur le Deep Web, sur le Darknet et tout ça. Faudra qu'on en parle. On en parlera un petit peu la semaine prochaine d'ailleurs avec toute la saga Silk Road, The Silk Road. C'est le grand magasin, la foire à tout du Darknet, du Deep Web, je ne sais plus. Bref, on va passer à l'actu. L'actu du jour, on va pas y rester longtemps, hein, mais ça concerne Snapchat. Snapchat, je ne sais pas si vous connaissez, enfin si vous avez sans doute moins de 20 ans, vous connaissez certainement. C'est une application de réseau social mobile qui sert surtout à envoyer des photos. Qui sert en gros à envoyer des photos et des vidéos dont la particularité est qu'elles s'affichent un certain nombre de secondes qu'on a définies à l'avance à l'écran. Donc si on prend des photos qu'on n'avait pas trop le droit de prendre ou des photos un petit peu gênantes de soirée, on programme qu'elles durent 5 secondes et quand on l'envoie à quelqu'un, il a 5 secondes pour la regarder et s'il fait pas une capture d'écran entre-temps, elle s'auto-détruit. Et donc ça marche vachement bien chez les ados et donc du coup ça intéresse vachement Facebook parce que Facebook il commence à avoir du mal un petit peu. Déjà tout le monde est sur Facebook donc forcément il a du mal à ramener... Déjà ta grand-mère est sur Facebook, voilà. Donc du coup tu te casses. Donc, exactement. C'est ça. Non, déjà les parents c'était limite, mais alors les grands-parents ça commence à craindre et en fait les ados commencent à plus trop s'intéresser à Facebook, c'est trop mainstream. Et il y a le directeur financier de Facebook qui le disait récemment, David Ebersman, qui disait qu'il y a une baisse de l'usage quotidien de Facebook, spécialement parmi les plus jeunes. Donc du coup il cherche à rajeunir en rachetant par exemple Instagram et en voulant racheter par exemple Snapchat. Alors Instagram il l'avait racheté en 2012 pour $1 milliard et là ils font monter les enchères. Snapchat ça vaut $3 milliards. 3. Ouais, 3. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu n'importe quoi? Le débat est ouvert. Point d'interrogation, mais en même temps, hein, les milliards, c'est comme si ça nous disait que... Qu'est-ce que c'est, 1 milliard, 2 milliards en même temps, le milliard, quand on a vu, hein, ça devient l'unité de rachat des startups américaines. Hein. On a vu avec Waze. Et Yahoo avec Tumblr aussi. Yahoo, Tumblr, c'était $1 milliard. Il y a pas mal de trucs qui étaient $1 milliard, mais là, 3 milliards, c'est quand même... c'est ça. Surtout que Snapchat a refusé de se faire racheter par Facebook à 3 milliards, et qui c'est qui est arrivé alors derrière en disant, bon, bah nous, on propose 4 milliards. Google. D'accord. Voilà, et ils ont aussi refusé, alors on ne sait pas ce qu'ils foutent, mais apparemment Evan Spiegel, le PDG de Snapchat, préférerait attendre que les enchères montent un petit peu et voir ça l'an prochain. En même temps, on ne peut pas trop lui en vouloir, parce que d'une part parce qu'il fait ce qu'il veut, hein, monsieur Snapchat, il fait ce qu'il veut, et d'autre part, s'ils ont Facebook, Google, Apple et Microsoft qui se battent pour eux, ils peuvent attendre que les enchères montent. Absolument. Tranquillou. 4 milliards, c'est pas beaucoup. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est tout ce côté où Facebook, qui est ce mastodonte qui semble inébranlable avec son 1,2 milliard de... Maintenant, ils doivent être 1,2, je dis ça à peu près à vue de nez. Hein. 1,2 milliard d'utilisateurs, avec énormément de temps d'utilisation quotidien et tout ça. Mais on sent quand même qu'il y a un petit peu des pieds d'argile, parce qu'il suffirait que la mode passe, que les jeunes, les ados, passent à autre chose, parce que c'était aussi les premiers utilisateurs, ça a été ceux qui ont vraiment donné l'impulsion à Facebook, et il suffirait que
il y a quelque chose, un changement dans les usages, un changement massif dans les usages, et Facebook déraille, se pète la gueule. Ce serait pas le premier réseau social à disparaître très vite. Non, et ce serait pas le premier site web majeur. Je sais pas pour ceux qui utilisaient Internet à la fin des années 90, mais il y avait quelque chose comme Alta Vista qui semblait complètement inébranlable. Comme Caramel. Comme Caramel en France, comme les Skyblogs en MySpace, France, comme MySpace. Et voilà. Et ça, c'est assez rigolo de voir ça et qu'ils cherchent à dépenser quelques milliards pour continuer à alimenter leurs utilisations. Voilà, ça c'était le Snapchat. Et on va quand même parler du sujet un petit peu plus sérieux en ce moment, la cartographie de crise chez OpenStreetMap. Mais avant, c'est la tradition. La virgule What the fuck avec la stash dance, donc la danse de la moustache de l'acteur Nick Offerman. On regarde. Seems to hide deep inside. What a feeling, feels believing. Voilà. Ok, Stash Dance. Non, mais très bien. De toute façon, on a toujours besoin d'un petit peu de flash dance dans cette émission. C'est le quartier libre OpenStreetMap. On va parler de la cartographie de crise. La cartographie de crise, c'est quand OpenStreetMap se mobilise suite à une catastrophe naturelle. On se rappelle d'Haïti en 2010, où OpenStreetMap avait réussi à cartographier Port-au-Prince avec une rapidité incroyable. On était passé de quelques ruelles à vraiment tout, façon très précise, les endroits détruits et ce genre de choses. Avec ce qui s'est passé aux Philippines, on rappelle plus de 4000 morts, plus de 4 millions de déplacés. OpenStreetMap s'est mobilisé aussi. Le crisis mapping, ça consiste en quoi ? Alors, les contributeurs d'OpenStreetMap, très tôt, même un peu avant la crise en Haïti, se sont regroupés autour de ces problématiques humanitaires. Nous avons créé une ONG qui s'appelle HOT, la Humanitarian OpenStreetMap Team. Donc, ce sont des contributeurs qui sont même presque devenus des professionnels, en fait, de l'urgence. Et on essaie de plus en plus d'accompagner les populations avant les crises. Donc il y a eu énormément de formations réalisées en Indonésie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Tchad, dans pas mal de pays en proie à des crises, catastrophes naturelles, technologiques, mais aussi des conflits armés qui demandent une certaine cartographie du terrain, que les ONG derrière puissent disposer de fonds cartographiques qui leur permettent d'intervenir. Là, on le voit encore sur les Philippines. Cette cartographie de crise s'illustre très bien, avec plus de 1000 contributeurs qui se mobilisent. C'est plus de 2 millions de contributions et de modifications en fait sur le sol philippin. On regardait les statistiques. La communauté française était vice-championne du monde, on dira, de cartographie collaborative, deuxième communauté la plus active. Suite à ce typhon aux Philippines, les Philippins eux-mêmes se sont pris en main et ont commencé à cartographier leur propre pays et se retrouvent propulsés aujourd'hui à cette deuxième place. En termes d'activité, ce sont aujourd'hui en moyenne par jour plus de 200 Philippins, environ 200 Philippins qui cartographient et qui mettent à jour les cartes. Ah, c'est bien ça. Donc, Alors ça a commencé dès l'annonce du typhon, ils s'y sont pris à l'avance. Et alors la carte, elle ressemblait à quoi avant Alors il y a le territoire philippin un peu particulier, c'est un territoire insulaire. Donc ce qui se passe, et on le voit bien aussi sur le sol français, c'est que autour des grandes villes, on a une cartographie qui est dense, parce que statistiquement on a plus de contributeurs, et plus on s'éloigne en fait de ces gros pôles, plus la cartographie en fait s'appauvrit. Et là, effectivement, en ayant une prévision sur le trajet que prendrait ce typhon et avec les prédictions, les Philippins effectivement et la communauté internationale, ils se sont mobilisés. Nous nous sommes mobilisés pour pouvoir cartographier à minima les territoires qui ont été balayés par ce typhon. Et donc là, on a vu sur quelques petites îles, territoires côtiers qui n'étaient pas bien cartographiés, on avait les principaux axes, mais voir vraiment apparaître déjà le réseau routier. Et en plus, puisqu'on a eu à notre disposition un certain nombre de photos aériennes et de photos satellitaires qui nous ont permis d'avoir un avant-après, donc savoir où passaient les rues, parce qu'avec l'ensemble des débris, il est difficile en fait de cartographier après.
Mais on a néanmoins besoin de cette cartographie la plus précise, la plus récente possible pour pouvoir mettre à jour le réseau routier, mettre à jour les ouvrages qui ont été endommagés et surtout les maisons. Alors, on n'avait peut-être pas le bâti avant, donc maintenant on a le réseau routier majeur, le réseau routier mineur, plus les maisons qui sont qualifiées comme endommagées, voire détruites. Donc c'est aussi à la fois pour les Philippins, mais aussi pour les ONG, pour le gouvernement philippin, une donnée qui permet de quantifier les dégâts et bien sûr d'orienter les aides sur les territoires les plus impactés. Et donc les cartes qui ont été réalisées à ce moment-là, après elles sont mises à jour, je crois, toutes les heures. Et elles sont téléchargeables non seulement au format brut, mais en plus pour mettre directement sur les GPS. C'est les GPS Garmin, je crois. Garmin. Et ça, c'est pour les ONG. Il y a un serveur qui est mis à leur disposition et elles piochent dedans tous les jours. Alors, les contributeurs contribuent tout le temps. Donc là, vous avez des gens qui... alors, OHOT a développé une plateforme qui s'appelle le Task Manager. Ce sont des carrés, en fait, qui permettent aux contributeurs de se voir attribuer une portion du territoire sur laquelle ils vont cartographier les arbres, les lignes électriques, les bâtiments, les rues, un certain nombre de tâches prédéfinies. Un deuxième contributeur, lui, va venir vérifier que tous ces objets ont bien été cartographiés et valider en fait cette carte. Et c'est un travail qui est continu. Ensuite, effectivement, il y a des services tiers. OpenStreetMap France d'ailleurs en héberge un certain nombre qui vont récupérer ces données, les parcourir pour de l'assurance qualité, pour de l'export effectivement sur des périphériques GPS portables. En l'occurrence la marque Garmin qui aujourd'hui est la plus ouverte en termes de réutilisation en fait de ces terminaux sur des fonds cartographiques qui ne sont pas les leurs. Et derrière on voit très bien les applications. On a eu le cas en Haïti. Certains ouvrages d'art ayant disparu, certaines rivières ayant détruit un certain nombre d'infrastructures, certains endroits ne sont accessibles qu'à vélo. Donc avoir ce petit GPS sur son vélo ou à pied pour pouvoir, avec des sacs à dos, avec un peu de logistique qui soit transportable à dos d'homme en fait, sur ces vélos, permet d'accéder à des territoires reculés où des personnes se sont signalées comme étant en danger ou en manquant de nourriture, manquant de matériel médical. Et donc là, encore une fois, on voit apparaître des images dans certains journaux où des personnes ont déroulé un certain nombre d'objets par terre ou peints au sol, des appels à l'aide, on a besoin de nourriture, on a besoin de matériel médical. On aperçoit souvent, parfois, sur ces images, un certain nombre d'appels à l'aide, et ces appels à l'aide sont relayés au sein des ONG, puisque l'on est en permanence en train de scruter ces images aériennes qui sont mises à jour régulièrement via Digital Globe, via des satellites, via des avions qui survolent. Et on continue donc ce travail en permanence. Pour permettre d'illustrer encore plus loin ce propos, on a des contributeurs français qui sont partis dans le cadre de missions en Haïti après Sandy et qui ont fait voler des drones de type Sensorfly au-dessus d'Haïti. Et qui ont amélioré la cartographie à la fois via l'imagerie, et ça l'année dernière, et en même temps sur le relief. Donc on avait la possibilité de modéliser des bassins versants sur lesquels on allait avoir des problématiques d'inondation, puisque une fois la catastrophe passée, il faut reconstruire. Mais on ne peut pas reconstruire dans les mêmes conditions. Il faut que les maisons soient plus solides. Il faut qu'elles soient dans des lieux qui ne soient pas dangereux. Donc inondation, submersion, etc. Et donc là encore, la communauté OpenStreetMap, depuis la France, depuis d'autres pays, se mobilise pour envoyer du matériel, envoyer des personnes qui, après la catastrophe, accompagnera les populations locales dans la prise en charge, entre guillemets, de la cartographie locale, mais aussi dans l'utilisation de nouvelles technologies pour les secours et l'aide médicale d'urgence. C'est classe. Et les contributeurs d'OpenStreetMap qui sont spécialisés comme ça dans l'humanitaire et dans l'aide aux ONG, donc est-ce qu'ils ont des missions moins urgentes, enfin entre les catastrophes, qu'est-ce que c'est qu'ils font comme travail? C'est exactement ça. Quotidien? Alors en 2012, on a reçu un don de la Fondation de France. Juste, on en avait parlé à la dernière émission. Donc cet argent a été utilisé à la fois pour former, pour acheter du matériel, justement entre les crises, permettre à la fois à la communauté internationale de se préparer à utiliser ce matériel, à connaître les territoires, mais surtout bien en amont de ces crises, être capable sur place d'avoir des contributeurs le plus nombreux possible
parce que malheureusement certains dans ces catastrophes vont mourir, certains vont être blessés, vont se focaliser essentiellement sur l'assistance à leur famille. Vous imaginez la situation dans laquelle certaines personnes se trouvent. Donc plus on aura de contributeurs, plus on aura des personnes capables de se mobiliser statistiquement en cas de crise. Et donc là, on fait un travail en ce moment avec, par exemple, les centres 15, les centres SAMU 15, par exemple, où des solutions de régulation aujourd'hui ont été retenues pour utiliser le fonds OpenStreetMap en France pour l'urgence médicale. Là, aujourd'hui, on a le SAMU des Deux-Normandies qui déploiera très bientôt donc en production et a commencé à tester OpenStreetMap sur leurs opérations. Et on peut très bien imaginer demain, voire bonifier en fait toutes ces bonnes pratiques et les déployer, que ça serve dans d'autres centre 15, SAMU, sur le territoire et le sol français, mais aussi dans des situations de régulation et d'aide médicale d'urgence dans d'autres pays, avec une professionnalisation croissante des contributeurs d'OpenStreetMap. On est au cœur, et c'est ce qu'on essaie de défendre à la Fonderie, l'Agence régionale numérique d'Île-de-France, c'est la création de métiers en fait, dont on ne parlait pas il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, néocartographe, la cartographie collaborative, la mobilisation des citoyens au sein d'ONG comme HOT pour OpenStreetMap ou de GeoNG en France aussi, qui fait un travail très remarquable de recueil, d'analyse, avec système d'information géographique libre, et souvent open source, qui permettent aux populations, qui permettent à des personnes d'acquérir de nouvelles compétences, de créer de nouveaux métiers et de vulgariser ces usages-là dans des situations moins critiques et d'apporter de la richesse à toute l'industrie, à toute l'économie numérique. Et du coup, juste dernier point, mais c'est parmi nos téléspectateurs, alors ceux qui avaient raté la dernière fois où tu étais venu, comment est-ce que pour le cas des Philippines, on peut encore aider aujourd'hui? Comment est-ce qu'on se lance dans OpenStreetMap? Comment est-ce qu'on se lance dans la cartographie libre et collaborative? Alors, on organise régulièrement ce qu'on appelle des mapping parties, des cartoparties. Donc, ce sont des réunions de mappeurs, en fait, de contributeurs d'OpenStreetMap expérimentés qui vont rencontrer des novices, des personnes qui ont besoin de se former. On en a fait quelques-unes dans le cadre d'un hackathon qui a eu lieu ce week-end, donc Access, avec la SNCF. Donc, même la SNCF s'y met, Transilien, sur la cartographie à l'intérieur des gares, la cartographie du réseau RERC pour des personnes à mobilité réduite. Donc, ce sont des occasions où à la fois on communique sur l'activité d'OpenStreetMap, où on forme des personnes, des citoyens à la cartographie de réseaux de transport, mais aussi de tout ce qui va autour, comment on se rend, les arrêts de bus, etc. Et derrière, intégrer ce changement au sein même des opérateurs. Donc des cheminots nous ont accompagnés pour pouvoir cartographier eux-mêmes leur réseau et intégrer en fait ces données au système d'information. Là, on va organiser en fin de semaine un mapathon. La Fonderie ouvrira ses portes pour les personnes qui... Ça se situe où? Alors 39 rue de Wattignies, c'est dans le 12e arrondissement, métro Doménil. Nous ouvrons nos portes pour former des personnes qui le souhaitent à la cartographie en général, et on fera évidemment un focus de ce mapathon sur la cartographie des Philippines pour pouvoir améliorer constamment le niveau de cartographie en fait et la qualité de la cartographie sur les Philippines, avec en plus juste là-dessus des personnes qui se sont illustrées, un certain nombre de contributeurs dont un connu informaticien sur Twitter pour le design en fait par exemple de fonds cartographiques qui soient adaptés au rendu humanitaire, et ce rendu est hébergé sur les serveurs d'OpenStreetMap. Oui, c'est depuis septembre sur OpenStreetMap.org. On peut choisir. Avant, on avait le rendu de base, le rendu des transports en commun, le rendu des cartes cyclables. Et maintenant, on en a un nouveau qui s'appelle Humanitaire. Et le principe, c'est qu'il y a les pictos, on a les hôpitaux qui ressortent mieux. C'est ça. Tout à fait. Tout ce qui peut aider les populations et les ONG à apporter un secours le plus efficace possible. Bon, rendez-vous vendredi pour ceux qui sont motivés pour apprendre à cartographier, la cartographie de crise, la cartographie libre. Et voilà, de toute façon, c'est toujours des rendez-vous assez... Dans le 12e arrondissement à Paris, on mettra l'adresse sur libération.fr, bien sûr. L'adresse exacte, pour ceux qui... bien sûr. Bon, vous pouvez re-regarder l'émission pour noter, vous pouvez. Et là, on va changer tout à fait de sujet parce qu'on part de la cartographie pour arriver sur l'angle MySpace. C'est le sujet du potager du web.
jour, quelqu'un s'est rendu compte qu'en tenant un appareil photo comme ça, on pouvait prendre une photo de soi sans avoir besoin d'un camarade pour tenir l'appareil. Super intelligent. Un jour, on s'est... Et du coup, ça a créé le selfie. Le selfie, ça. L'autoportrait. L'autoportrait, oui. Parce qu'à un moment, ça... Oui, Tu veux dire que l'autoportrait est arrivé avec l'appareil compact qu'on peut tenir à bout de bras. Exactement, l'autoportrait, mais pris dans un angle bizarre. Et l'angle bizarre qui a eu un nom, c'est le MySpace Angle. Ouais, et plus que bizarre, il est surtout vachement bien parce qu'il permet de se mettre en valeur. Il permet de cacher les doubles mentons en se voyant de haut. Si on met de la lumière, en plus, ça gomme toutes les imperfections de la peau. Si on a un gros bouton sur une joue, et ben on prend dans l'autre sens, comme ça on voit pas la joue. Bref, on peut faire toute une petite mise en scène comme ça. Et le MySpace Angle transforme les gens moches en gens beaux et les adolescents qui n'aiment pas se prendre en photo en adolescents qui aiment se prendre en photo et les partager sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça a été un phénomène d'une telle ampleur, donc à l'époque de MySpace, à l'époque où on n'avait pas encore Facebook, qu'il a même donné lieu à une étude d'une étudiante au département communication de l'université de Pennsylvanie et qui a fait une étude qui s'appelait T'avais l'air mieux sur MySpace, tromperie et authenticité sur le web 2.0. Et je trouve ce nom d'étude absolument génial. Et elle a notamment parlé des problèmes que soulevait cette nouvelle mode des photos à angle MySpace. Par exemple, que les ados se conforment à un courant social aux dépens de leur individualité, que tout le monde prend la même photo sous le même angle, que plus personne n'a d'idées d'un peu originales et de point de vue artistique, quoi. Deuxième problème... Si les ados avaient des idées originales... C'est vrai, ça se saurait. Bon point. Deuxième point, la présentation de ces photos relève du narcissisme, en même temps, oui. Voilà. Et troisième point, ces photographies dissimulent volontairement le corps des sujets ou tout du moins modifient clairement leur véritable apparence. Donc il y a tromperie sur la marchandise et c'est peut-être pas une bonne idée de partir comme ça dans la vie. Alors à l'époque où cette étude était sortie, on avait aussi le groupe Captain Brakmar qui avait fait une chanson sur le sujet dont on aime beaucoup le refrain. On va écouter. Arrête de te la péter dans MySpace. Je t'ai vu en vrai, t'es moche comme mes fesses. Arrête de te la péter dans MySpace. Je t'ai vu en vrai, t'es moche comme mes fesses. C'est subtil. Non, mais c'est subtil. Hein, J'aime bien. Ouais. Et là, en fait, il y a eu un revival de l'actualité de l'angle MySpace en 2013, puisque en août, il y a l'utilisateur de YouTube qui s'appelle Namsik, je crois qu'il est sud-coréen, qui a mis une vidéo en ligne qui s'appelle « L'importance de l'angle » et qui nous montre effectivement comment, parce qu'à l'époque on n'avait pas eu ce décortiquage vidéo comme ça, comment l'angle MySpace rend les gens beaux en filmant une fille d'abord de dessous et ensuite en levant progressivement la caméra pour nous montrer que c'est bien la même fille de dessus en angle MySpace. On regarde. Ah oui, c'est de la magie. c'est de la magie. Pas d'effet 3D. Non, Rien. pas d'effet 3D. Et Rien. donc du coup, tout le monde a voulu faire pareil pour être Ouais. sûr que c'était pas truqué quand même, on sait Ouais. jamais. Donc il y a plein de compilations comme ça qui s'appellent compilation MySpace Angle. Vous cherchez sur YouTube, c'est assez impressionnant. On en regarde encore un tout petit peu. En même temps, elles trichent, elles font des grimaces en bas et souriant. Et elle sourit avec un petit sourire oui, craquant de dessus. c'est ça, elles trichent un petit peu. L'angle MySpace, c'était un sujet important, il fallait en parler, c'était dans le potager du web. Le sujet, si on a le temps, on allait parler du mode d'emploi de la CNIL qui s'inquiète du nouveau moteur de recherche de Facebook en 2 minutes, en 1 minute. Ouais, c'est accessible depuis leur page d'accueil, il n'y a pas grand chose à en dire, il faut surtout aller lire leur page d'accueil. Ils disent pour bien comprendre le principe du nouveau moteur de recherche de Facebook, allez le tester par vous-même. Donc vous mettez d'abord votre Facebook en anglais américain, ensuite vous vous loguez sur le compte d'un ami pour voir ce qu'on voit de vous sur
sur le compte des amis, ce qui est quand même le plus important, avec son accord et sous sa surveillance si possible. Et vous tapez des questions dans le moteur de recherche et donc la CNIL suggère tout un tas de questions à poser qui sont très intéressantes du genre photo de machin, donc votre nom, ou photo aimée par machin, photo prise dans le nom de votre lycée. Et comme ça, vous voyez un petit peu, vous avez un état des lieux de votre présence sur Facebook et de tout ce qui peut ressortir sur le nouveau moteur de recherche qui ne ressortait pas avant. Alors pour avoir accès au Graph Search, parce qu'il n'est pas encore disponible sur Facebook en français, il suffit de changer la langue. Vous allez dans le paramètre de Facebook et vous passez votre Facebook en anglais. Et là, dans le moteur de recherche, c'est magique. Vous avez accès au Graph Search qui est très 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 impressionnant. Hein. Nous, on l'a testé à plusieurs reprises sur les articles type la page de soutien au bijoutier de Nice ou ce genre de choses. Et on a accès à très... On peut faire des recherches du genre photo de la femme de mes amis qui aime la page du bijoutier de Nice. Voilà. C'est super pointu quand même. C'est quand même assez impressionnant. À tester en tout cas. Vous pouvez aller voir pour la méthode, c'est sur le site de la CNIL. Et on a fini pour cette semaine. Et comme d'habitude, on va finir par une vidéo de poil. Mais avant, on va dire au revoir. Merci Gaël. Merci à vous. Gaël, président d'OpenStreetMap France, d'être venu nous parler de la cartographie de crise. Et on rappelle qu'il y a une porte ouverte, enfin on va appeler ça porte ouverte. Mapathon à la Fonderie dans le 12e arrondissement de Paris, vendredi soir. Voilà, après-demain. Et c'est un chat qui dit bonjour. Voilà, c'est un chat qui dit bonjour, la vidéo à poil. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur No Life et sur Libération. Ciao, ciao. Salut. Hello, George. Hello. Hello. George, can you say hello?